Pour eux, cette initiative de privatisation de la NPE, c'en est trop. Ils sont inquiets. Alors depuis plusieurs semaines, allez, on y va, l'association débarque sans rendez-vous et occupe les locaux de cabinets de conseil en ressources humaines. On les appelle des consultants. Ils sont battus pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quand une entreprise va mal, quand les actionnaires perdent de l'argent, quand il faut fermer des sites, décider d'un plan social, choisir les salariés dont on va se séparer. Quand il faut apaiser la colère des licenciés, quand le chômage devient un business lucratif, alors les consultants débarquent discrètement dans les usines et dans les entreprises. Ce film est une enquête dans un monde très discret. Un monde où se joue pourtant chaque jour le destin de milliers de salariés. Un monde qui, en général, préfère vivre loin de l'objectif des caméras. Notre enquête commence près de Saint-Étienne. Ici, l'État doit se séparer de 600 salariés du GIAT, son entreprise d'armement. Alors, à l'intérieur, 2 cabinets de consultants travaillent depuis 16 mois à reclasser les futurs licenciés. Facture pour l'État, 30 millions d'euros. Exceptionnellement, le cabinet décide de nous entrouvrir ses portes pour une visite très encadrée. Alors, nous voilà dans le bureau des conseillers. Donc, c'est là qu'ils se retrouvent. Donc on a 50% des conseillers internes et 50% de consultants des cabinets extérieurs. Objectif pour ces conseillers, préparer les salariés à leur départ. Nous avons 2 parties dans ce relais mobilité, une partie pour l'accompagnement des cadres et une partie pour l'accompagnement des non-cadres. L'accompagnement, c'est-à-dire? L'accompagnement à la recherche de l'emploi à l'extérieur de l'entreprise. Une salle de réunion que je ne vais pas ouvrir parce qu'on a un atelier actuellement. Cette salle de réunion sert surtout pour les ateliers collectifs, donc pour que les salariés ne se sentent pas isolés et puissent échanger. Que se passe-t-il dans ces ateliers? Après des négociations tendues, les salariés nous autoriseront à filmer, mais pas plus de 10 minutes. Nous devons nous faire discrets car les futurs licenciés sont à cran. Au menu, comment faire savoir qu'on cherche du boulot? Les conseils de la consultante semblent un peu dérisoires. Je prends un exemple, je vais faire mon marché le matin, le samedi matin, et puis je rencontre une personne que je connais de vue comme ça, qui me demande où j'en suis de ma situation. Je peux lui dire, ben voilà où j'en suis, je cherche un emploi dans tel et tel domaine, et ça peut commencer comme ça. Comment vous voyez votre réseau à l'heure actuelle? Mais moi j'en ai pas de réseau, moi j'en ai pas. Vous ne parlez pas du tout de votre situation? Non, ça a l'air naturel ce que vous dites, mais moi je peux pas le faire ça. Actuellement, je peux pas. Dans mon entourage, j'arrive pas à parler de l'état dans lequel je suis. Et les gens me proposent pas du travail en disant ah oui, t'as pas de boulot, je connais quelque chose. Non, moi j'en suis pas là. Hein. Je sais pas Daniel, toi ça fait plus longtemps que tu es dans le bas, mais moi j'en suis au stade où j'ai presque honte de pas avoir de boulot. Tu culpabilises d'être dans le relais mobilité. Voilà. Un de ces salariés accepte finalement de nous parler à la sortie de l'atelier. Daniel, 49 ans, gestionnaire. Entre les mains des consultants depuis 16 mois, il en a gros sur le cœur. On cherche à nous infantiliser dans le sens où on nous prend pour des gens à reclasser coûte que coûte. Ça pourrait servir à quelque chose si on a au préalable l'adhésion du salarié. Alors que là, on ne lui demande pas s'il est d'accord ou pas d'accord, s'il a des difficultés pour rechercher un emploi ou dans quel domaine il a des difficultés. C'est-à-dire que le relais mobilité a ses objectifs. Vous voulez intervenir? Un consultant s'approche pour écouter discrètement notre conversation. Vous venez écouter? Mais normalement, ces cabinets privés qui viennent, ils sont là pour ça. Ouais.
Ouais, dans les textes, ils sont là pour nous aider à rechercher un emploi. Mais en fin de compte, nous, on recherche des emplois qui nous correspondent le plus possible, alors que j'ai l'impression que le relais mobilité, dans son objectif, c'est de nous recaser, coûte que coûte. On vous donne des outils pour pouvoir vous aider à retrouver un emploi. Mais ça se travaille. Il y a beaucoup de réussite aujourd'hui. Bon, là, on est... on va dire en milieu plan social, il y a des réussites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ce qui nous importe, c'est le reclassement des personnes. Et peu importe le temps que ça mette. Je veux dire, ce qui est important, c'est que la personne, au bout du bout, puisse trouver un emploi qui lui convienne dans des conditions décentes. Des propos rassurants et un contact humain avec les salariés. Mais les consultants ne tiennent pas tous ce langage, surtout lorsqu'ils se vendent à ceux qui les engagent, les patrons. Retour à Paris pour préparer une caméra cachée. Avec l'aide d'un vrai directeur financier qui a préféré garder l'anonymat, je m'improvise patron d'une entreprise en difficulté. Je travaille dans l'industrie automobile et j'ai un problème. Je vais avoir des licenciements à faire et je ne sais pas comment m'y prendre. Voilà, par exemple, suite à ça, la seule solution pour que ça fonctionne et que l'entreprise survive, c'est que tu dois, sur les 120 personnes, licencier une trentaine de personnes. Et ça, c'est un constat que tu as fait avec un cabinet extérieur, etc. Et maintenant, tu as besoin de t'attaquer véritablement au problème social. Tu as besoin de te dire, bon, maintenant, je dois licencier ces 30 personnes, comment je m'y prends, quelles sont les procédures, comment je gère le comité d'entreprise, comment je gère les syndicats. Enfin, il faut qu'on soit crédible. Donc toi, ton rôle, un peu, ça va être de... Oui, moi je crois que l'idée de dire, c'est que moi je suis le directeur financier de l'entreprise qui était là avant que tu hérites de l'entreprise, à l'époque de ton père, et que des fois c'est un problème qui te dépasse un peu. Nous appelons les responsables du secteur ressources humaines de plusieurs cabinets pris au hasard pour leur raconter notre histoire. Ils semblent mordre à l'hameçon. Je vous appelle parce que je suis président d'une entreprise et je vais faire face à un problème de restructuration sociale. Je fais face à d'énormes problèmes financiers. J'ai 120 personnes, il y en a 30 qui doivent partir. D'accord. Et vous souhaitez être accompagné dans l'externalisation de vos ressources, on va le dire comme ça? C'est-à-dire que moi, je ne peux pas faire face à une grève. S'il y a une grève, je suis mort. Voilà. Donc, ça fait partie, la casse, ça peut être la grève, ça peut être pire. On a vu, nous, des sociétés qui nous appelaient avec des salariés qui avaient cadenassé les portes. Oui, j'y pense, forcément, ça. Voilà. Donc là, les gens vont résister, ils vont jeter des ordinateurs par la fenêtre, ils vont s'attacher aux grilles, ils vont faire des grèves, etc. Bon, ça, c'est le premier truc. Et ça, il y a des moyens de gérer ça? Il y a des moyens de gérer. Vous savez, on est dans de l'irrationnel, on est dans de l'émotionnel. Je ne suis pas un magicien, on n'est pas des magiciens. Mais en tout cas, on peut se donner toutes les conditions pour éviter au maximum que la situation ne dégénère en crise. En France, on compte des centaines de cabinets de conseil. Certains sont cotés en bourse et brassent des millions d'euros. En revanche, aucune formation n'est obligatoire pour devenir consultant. Nous nous rendons en caméra cachée dans un autre cabinet, toujours avec le même problème. Notre cas nécessite du renfort. Si vous permettez, j'ai mon expert qui est là. Je vais lui demander qu'il nous rejoigne, de manière à ce que vous repartiez déjà quand même avec pas mal d'informations très pratico-pratiques. D'accord. Nous arrivons avec une demande concrète. Pouvoir choisir librement les personnes qui doivent quitter notre usine. Or, la loi n'autorise pas à licencier à la tête du client. L'expert nous trouve tout de suite une astuce. Vous allez déterminer un nombre de postes et après, on va déterminer des critères pour choisir les personnes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les choisir comme ça. Il faut déterminer des critères. Alors, on s'arrange assez souvent pour faire coïncider un critère avec un type que vous ne voulez pas voir. Hein. Ça me paraît basique. Vous n'allez pas conserver que les canassons dans l'entreprise. Hein. Donc tout ça, si vous voulez, on s'arrange. C'est facile à faire. C'est facile à faire. Facile à faire et pourtant à la limite de la légalité. Nous avons voulu savoir si ces méthodes étaient courantes dans le métier. Vincent Petitet a sa petite idée. Ancien d'une grande société de conseil, il a écrit une thèse qui dénonce les pratiques de fonctionnement de certains cabinets. Quand vous allez dans des missions très compliquées de restructuration, etc., vous êtes obligé de prendre en considération des gens qui ont des problèmes, enfin des humains, quoi, non? Mais pourquoi faire? Prendre en considération les gens, ça va pas, c'est pas ça qui va faire aboutir la mission. Le but du jeu, c'est de parvenir à satisfaire le client.
Bon, le client qui est, je sais pas, le directeur général, l'un des directeurs. Donc pour le satisfaire, on va mener à bien la mission. Alors bien sûr, il y a des embûches, il y a de l'humain, mais l'humain, on va le gérer, on va l'agencer d'une façon particulière. Il y a toujours une solution au problème dans le monde du conseil. Plus fort, dans un autre cabinet, on nous propose un casting secret des fortes têtes à isoler. Là aussi par une astuce. La consultante propose de débarquer dans notre usine en prétextant mettre à jour les connaissances techniques de nos ouvriers. En fait, elle se propose de les espionner. Vous pouvez dire, nous avons travaillé avec des spécialistes, donc on va vous demander de recevoir des consultants qui vont vous interroger sur, alors il faudra que vous nous donniez quelques billes, sur tels et tels éléments je sais pas moi, de savoir-faire industriel, j'en sais rien, il faudra tourner une phrase. Voilà. Et on va les interroger là-dessus, et évidemment au passage, on essaye d'obtenir des informations nous permettant de comprendre à qui on a affaire, comment a réagi le bonhomme, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de direction, enfin les trucs classiques. Et là, on va faire un max de matière. Quand on va remonter, on va vous dire, le gars il est comme ci, comme ça. Ils sont ceux qui peuvent vous faire péter le système ou pas. Ah d'accord. En ce qui concerne le budget, notre tarif de base, c'est 2 000 € au jour. On est cher parce qu'on est des gens efficaces. Facture, si nous l'acceptons, 12 jours d'espionnage, 24 000 €. Mais ce n'est pas tout. Le premier cabinet nous propose maintenant la deuxième étape. Comment faire accepter les licenciements aux salariés? est-ce que vous avez des moyens de faire passer la pilule, quoi? Et psychologique et... On ne fait pas de miracle, je crois qu'il faut être clair. On a des moyens de faire en sorte que chaque salarié vienne se confesser, ressorte avec, en ayant compris, en étant soulagé, à qui se confier, parce que c'est toujours un problème de dialogue. Les gens à qui on leur assène un coup sur la gamelle en disant demain t'es licencié, etc. Le type, il y en a qui se disent bon, tant mieux, c'est une boutique, etc. Ils trouvent tous les arguments pour foutre le camp. Il y en a d'autres qui le prennent très mal et ils n'osent pas annoncer ça chez eux. Il y a l'épouse qui apprend ça 3 mois après. Il y a donc des choses et c'est ça que les consultants qui sont sur le terrain là vont faire passer. Ils vont dire au gars, t'inquiète pas, on s'occupe de toi. Il faut bien faire passer la pilule. Si la direction a décidé de faire une restructuration ou a décidé de procéder à licenciement, il faut bien ce qu'on appelle accompagner le changement. Vous voyez, c'est ça l'accompagnement du changement. C'est accompagner les décisions difficiles. Alors dire accompagnement du changement, c'est beaucoup plus glamour, c'est plus sexy, mais il n'en demeure pas moins qu'en bout de chaîne, y a des gens qui seront virés. Accompagner les salariés, c'est un deuxième business pour les consultants. Des salariés qui ont été accompagnés de la sorte, nous en avons rencontré près de Lens. Elles se surnomment les mains bleues. Elles ont cousu du jean pendant 30 ans. Il y a 6 ans, délocalisation oblige, leur usine a déménagé en Turquie, sans elles. Aujourd'hui, c'est dans ce café qu'elles se retrouvent. Elles ne sont plus collègues, bien sûr, mais devenues copines. Dans le Nord, les entreprises de textile ont fermé les unes après les autres. Leur usine n'a pas échappé à la règle. Quand l'usine a fermé, ça a été dur? Oui, nous. Ça a été vraiment une fracture. Mais il y a un cabinet de reclassement qui est venu quand même... Oui, il y a eu un cabinet de reclassement. Suite au licenciement, on nous a dit qu'il y allait avoir un appel d'offres et que Lévis allait choisir le meilleur cabinet de reclassement. Enfin, celui qui proposerait le plus de taux de reclassement. Donc je crois qu'ils avaient proposé 60% de taux de reclassement. Nous, ça nous avait déjà semblé énorme parce qu'on sait que la région est sinistrée. Mais bon, moi, quand j'avais eu des personnes de ce cabinet, j'avais dit, vous savez, 60%, c'est quand même beaucoup. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Nous ne sommes pas qualifiés. On a fait de la couture toute notre vie. On n'a aucune autre formation. Et vous pensez pouvoir reclasser 60% de 541 personnes en une année. Et la personne m'avait dit, mais vous êtes bien pessimiste, il faut être optimiste. On va faire notre maximum, vous allez voir, mais si, on va vous trouver du travail. C'est n'importe quoi. Aucune d'entre les mains bleues n'a retrouvé de poste grâce à la cellule de reclassement. En tout, sur 541 salariés, 35 ont retrouvé un CDI et moins d'un tiers a obtenu un emploi précaire ou une formation.
Nous avons-nous retrouvé le cabinet de consultants qui s'est occupé d'elle? Le fondateur estime avoir rempli ses engagements. On pense avoir fait le maximum. Alors, est-ce que le maximum est suffisant? Je n'en sais rien. En tout cas, les pouvoirs publics ont cru que c'était bien puisque nous avons reçu du courrier venant de différentes administrations pour nous remercier de la qualité du travail qui avait été fait. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais ça, c'est les pouvoirs publics, c'est pas les salariés. Hein. Et naturellement, c'est logique. Et il est normal que des salariés qui n'ont pas trouvé de solution ne soient pas contentes qu'on n'ait pas trouvé de solution, mais voilà, c'est comme ça. Ils ont profité de notre fragilité, parce qu'on était fragile, on était abrutis par notre licenciement, et je crois qu'ils se sont moqués de nous quand même. Ils nous réunissaient par groupe de 50, donc là aussi, je pense que pour voir vraiment les motivations de chacun, les souhaits de chacun, par 50, nous avions à 50 les mêmes lettres de motivation, les mêmes CV. En fait, on avait toutes, on va dire les 500 personnes avaient le même CV et la même lettre de motivation. Nous ne pouvons pas rajeunir de ces personnes de 25 ans. Nous ne pouvons pas leur donner une qualification qu'elles n'ont pas. Nous ne pouvons pas leur donner une rémunération que personne n'est prêt à donner. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours nous dire que nous sommes responsables, naturellement. C'est pour ça qu'on accepte la critique. Mais je dis simplement qu'à un moment donné, on ne peut pas faire des miracles. Pas de solution miracle. Pourtant, le cabinet aurait accepté 900 000 € pour cette mission. Pour les mains bleues, en revanche... Et vous, Michel? Aujourd'hui, j'ai pas de travail. On a fait de la... 6 ans après. 6 ans après, oui. Mais enfin, on galère, mais disons qu'on tient la route. Là... Mais le cabinet, là, vous a pas aidé du tout? Ah non, pas du tout, pas du tout. Et puis on veut plus en entendre parler, c'est terminé, hein, c'est fini, hein, c'est fini. Ils ont réussi une chose, c'est-à-dire c'est eux qui ont travaillé 10 mois sur notre dos. Voilà. C'est eux qui ont travaillé, c'est pas nous. Alors pour quelles raisons faire appel à ces cabinets? C'est ce que nous avons voulu demander au ministre du Travail, car son ministère aussi finance leurs prestations. Justement, ce matin, Gérard Larcher, le ministre et son équipe, se rendent à Romans-sur-Isère, le pays de la chaussure. Le secteur est en difficulté, le ministre vole à son secours. Bonjour. Bonjour. À Romans, l'entreprise Charles Jourdan est en redressement judiciaire. Les licenciements ont déjà commencé, toute la région risque d'être dévastée. Alors au menu du ministre ce matin, inspection de la plateforme de reclassement et rencontre avec le grand cabinet de consultants qui la pilote. C'est l'État qui le paye. On va manger un petit quelque chose parce que moi j'ai le ventre creux. Ce qui chez moi est dramatique. Allez-y. On va foutre ça là. C'est très compliqué de reclasser les gens, d'essayer de leur faire avoir une reconversion. Même ces cabinets, bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui pique du jean pendant 35 ans, c'est très dur de lui trouver autre chose après. C'est vrai. C'est bien pour ça qu'on y met les moyens. C'est normal. Pardonnez-moi, la NPE a un prix, l'AFPA a un prix. Et les cabinets privés aussi. Mais c'est un coût en plus. Vous pensez que ça va apporter un plus? L'objectif, c'est que ça soit un service plus. C'est un peu ce qu'on va analyser ce matin. Et il n'y a pas opposition entre ANPE, AFPA et cabinets privés. C'est tous ensemble, ce matin. Et là, vous allez mettre un peu... Oui, cette plateforme, en théorie, n'a pas vocation à durer non plus. Hein. Enfin, on verra bien ce qu'il en sera. Donc, mettre un peu de souplesse des fonctionnaires de la NPE à côté de fonctionnaires privés, ça apporte de la souplesse. ANPE et consultants réunis, car la tâche est rude. Les salariés de Charles Jourdan vont être difficilement reclassables. Accueil à l'usine par la direction. Bonjour monsieur. Et visite guidée. Bonjour monsieur. Modèle très cambré. Ce sont des portées soins, c'est pas pour aller faire les courses, bien évidemment. Ça c'est assez classique chez moi. C'est classique, c'est classique, c'est portable, c'est sport. 160 personnes doivent aujourd'hui prendre la porte. 40% de l'effectif. Comme nos couturières Lévis, ces ouvriers sont très spécialisés. Vous avez combien d'années, par exemple, dans... 40 ans d'entreprise. 40 ans dans l'entreprise. Vous avez beaucoup d'années dans la maison? 35 ans. 35 ans? Combien d'années de maison? 29. Ah oui, genre d'expérience. C'est des gens qui ont du savoir-faire. Alors, la moyenne d'âge des gens ici, c'est 48 ans.
Je peux vous interrompre 2 secondes? Madame. Bonjour, monsieur Larche, le ministre du Travail. Vous faites ce travail depuis combien de temps? Là, j'ai 35 ans d'ancienneté. En tout cas, vous faites du beau travail. Merci. But de la visite, montrer que le gouvernement et les collectivités n'abandonnent pas les salariés dans l'épreuve. Bravo. Pendant ce temps, dans le centre-ville de Romans, nous nous rendons dans les anciens locaux de la Banque de France, prêtés par la mairie, où la cellule de reclassement a déjà ouvert ses portes. Une plateforme emploi où sont d'ores et déjà inscrites 200 personnes licenciées. Ici, les consultants du cabinet privé BPI tentent de retrouver du travail aux salariés grâce à des entretiens individuels. En préavis de licenciement, Catherine vient d'avoir 50 ans. Elle était assistante au service achat chez Jourdan. Elle cherche maintenant une offre dans la comptabilité, aidée par sa consultante. Quelles sont vos qualités? Mes qualités Professionnelles, qu'est-ce qu'on apprécie chez vous? Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je sais pas. Mes qualités, je pense que je suis consciencieuse dans mon travail. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est un peu une colle. C'est une question que vous allez retrouver souvent dans les entretiens de recrutement. Donc moi, je pense que vous êtes à peu près au fait au niveau de votre CV, au niveau de la lettre de motivation. On verra ensemble ce qu'il en retourne. Vous n'aurez peut-être pas besoin d'un atelier à ce niveau-là. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous positionner sur un atelier entretien. D'accord. Parce qu'un entretien, ça se prépare. Oui. Il faut mettre ses chances de son côté. Est-ce que ce type de prestation peut vous intéresser? Oui, oui. Ça faisait combien de temps que vous étiez chez Charles Jourdan? 18 ans. Et aujourd'hui, vous avez espoir de retrouver quelque chose? Oui, oui. Je pense pas avoir de soucis. Je pense que je retrouverai assez vite. Je veux pas accepter n'importe quoi non plus. Je veux pas m'engager n'importe comment, mais bon. On essaye de trouver une solution adaptée à chaque personne. Donc, toutes les personnes ne sont pas dans la situation de Catherine, en fait. Il y a des situations qui sont beaucoup plus difficiles. On essaye un peu de mobiliser les personnes sur leurs compétences, de travailler sur leur transfert de compétences, puisqu'en général... On appelait une reconversion avant. Ce qu'on appelle une reconversion professionnelle, tout à fait. Arrivée du ministre guidé par le sous-préfet. Inspection de la plateforme et soutien aux consultants du cabinet BPI. Sylvie Royaux, du BPI. BPI, cabinet, et une informaticienne. BPI. Est-ce que j'ai pas... Je présente aussi Brigitte Malsan, qui est la coordinatrice BPI. Un droit de regard légitime. Cet accompagnement est financé à hauteur de 500 000 € par le ministère du Travail. D'un entretien, d'un stage, c'est digne. Les conseillers ANPE entourent le cabinet privé sur cette plateforme. Oh, mais c'est bien. Et le mélange BPI et ANPE, ça passe bien. Très, très bien. Oui. Donc le mélange entre un cabinet privé et le service public de l'emploi se passe sans difficulté aucune. La présence ici de la NPE, un geste en direction des syndicats qui se méfient du seul travail des cabinets de conseil. Romans a connu déjà des cellules de reclassement avec des cabinets privés. Ça s'est très mal passé parce que le taux de recyclage en fait n'était pas bon. Donc dans l'esprit des gens, effectivement, on retombe dans ce système de cellules de reclassement. Le cabinet doit faire comprendre aux salariés que la précarité est une chance pour eux, une acrobatie qui ne fait pas peur aux consultants. C'est pas parce qu'on est un cabinet privé que nous sommes sur Romans que nous allons créer l'emploi. On n'a pas de baguette magique. On va faire avec ce qu'on a, mais en tout cas, on va optimiser. Mais il est évident que la précarité, c'est aussi un moyen, dans un premier temps, de retour à l'emploi, qui permet de rassurer les personnes sur le fait qu'elles sont capables de faire autre chose et d'ouvrir les champs des possibles. Parce qu'il faut qu'ils soient autonomes, ces personnes-là. Il faut qu'elles requièrent confiance en elles. Et c'est aussi ça, le travail, effectivement, d'un cabinet privé, comme vous le disiez tout à l'heure. Et je pense qu'effectivement, si on est complémentaire ici au niveau de la NPE, c'est justement parce qu'on apporte un service complémentaire. Un service complémentaire, mais en termes de résultats. Nous sommes allés interroger ces salariés licenciés qui attendent leur entretien. 3 mois après leur inscription à la plateforme, ils en sont toujours au même point. Et vous avez déjà eu des entretiens avec des entreprises qui proposaient du boulot? Non, pas encore. Non, pas encore, non.
Marc travaillait à l'emballage des chaussures pendant 16 ans. Le cabinet lui a fait une offre de reclassement. On vous a fait une offre qui ne vous correspondait pas? C'est une offre de quoi? C'est un entretien dans un quartier chaud. Ah oui. Pour aller vider les poubelles à des endroits où il est crame tous les jours. Alors. Oui, compris, hein. Bon. Oui, c'est assez risqué comme offre d'emploi. C'est risqué, ouais. Ouais, mais quelque part, moi, j'ai l'impression que c'est un manque de respect. Pourtant, du respect, ces salariés vont en avoir besoin. Du jour au lendemain, ils sont congédiés avec leurs affaires sous le bras, comme cet homme. Il vient d'être licencié maintenant. Aujourd'hui. Son dernier jour de travail. Vous voulez venir avec nous? Ouais, ouais. Il a récupéré ses bagages. Ah, voilà. Ah ben ça, c'est mes affaires, mes papiers, ce que j'avais pendant 23 ans, quoi, je veux dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Je suis allé à mon poste de travail et on m'a dit que c'était fini, quoi. On m'a donné une feuille en main propre, comme quoi j'avais fini ma journée de travail. Et ça, vous vous attendiez ou Oui, on s'y attendait, mais le jour, on ne savait pas, quoi. Voilà. Ah, vous saviez pas que ça allait être aujourd'hui? Non. La fois, c'est que je suis venu au travail. Et quelle est votre réaction aujourd'hui? Réaction, au bout de 23 ans, ça fait un peu mal quand même. Hein. Et là, vous savez ce qu'on va vous proposer, etc., comment ça marche? Non. Pas encore? Non, ça fait 28 ans que je travaille, c'est la première fois que je me retrouve au chômage, quoi. En 6 mois d'exercice de la plateforme, sur 200 personnes inscrites, 26 ont retrouvé un CDI, 15 un emploi précaire. Gérard Clément de Force ouvrière, qui a observé plus d'une centaine de cellules de reclassement dans la région, dénonce l'objectif caché de ces dispositifs. Les cellules de reclassement, la plupart du temps, c'est un alibi à un plan social. On fait une belle cellule de reclassement, on fait, si possible, un cabinet un peu renommé. Et puis à la sortie, on a l'impression d'avoir tout fait, alors que l'objectif d'une cellule de reclassement, c'est quand même d'abord de reclasser les gens. D'autant plus qu'ils sont très souvent à l'amont. Ils font et l'amont et l'aval, c'est-à-dire à l'amont, on prépare le plan social, on est conseiller du patron en plan social, et puis après, tout à fait discrètement, puis après derrière, on vient reclasser les salariés sans avoir obligatoirement les qualifications. Il y a de tout sur ce marché-là, pour être clair. C'est quand même aussi de l'argent public la plupart du temps, donc on a le devoir d'essayer de se rendre compte. Et encore plus fort. Aujourd'hui, le gouvernement vient de confier au cabinet un nouveau business, remettre les chômeurs indemnisés au travail. En clair, payer les cabinets privés pour faire le travail de la NPE. Après une matinée au chevet des salariés de la chaussure, le ministre rentre à Paris. Nous aussi. Mais cette fois, c'est pour retrouver les chômeurs de l'association Agir contre le chômage. Pour eux, cette initiative de privatisation de la NPE, c'en est trop. Ils sont inquiets. Ils ont peur que ces cabinets privés ne pensent qu'à leurs bénéfices. Alors, depuis plusieurs semaines, allez, on y va, on l'association débarque sans rendez-vous et occupe les locaux de cabinets de conseil en ressources humaines. La fin du monopole de la NPE, pour les cabinets, c'est un marché potentiel de 2 300 000 chômeurs, des milliards d'euros. Alors ils viennent demander des explications. Voilà, alors ici on est chez Altedia. Altedia qui sous-traite le reclassement des chômeurs pour la NPE, notamment en région PACA. Et donc ils touchent de l'argent de l'UNEDIC pour théoriquement placer des chômeurs, 4 000 € par chômeur à peu près. Plus les primes quand les gens ont un super CDD. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui bossent ici. Oui, mais c'est où les ressources humaines? C'est à quel étage? Passez par l'accueil, ils vont vous indiquer les ressources humaines. Bien sûr. Il y a écrit chômeur, mais il n'y a pas écrit idiot. Donc nous souhaitons rencontrer quelqu'un de la direction d'Altedia qui puisse nous expliquer en quoi consistent les services rendus aux chômeurs pour une somme assez énorme par Altedia et en quoi c'est différent du placement à NPE qui coûte beaucoup moins cher. Voilà. Bonjour, c'est une occupation de chômeurs précaires et intermittents. 3 cabinets en France, dont celui-ci, expérimentent le traitement des chômeurs depuis quelques mois. L'association de chômeurs veut contrôler que les méthodes employées ici valent la facture. Pour l'instant, 7 000 chômeurs sont concernés par cette initiative. Budget de 2 à 4 000 € par demandeur d'emploi. La direction du cabinet accepte finalement, calmement, le dialogue. Je vous invite à venir en salle de réunion. Tout le monde est d'accord pour aller dans une salle de réunion, là? Bon, eh bien, allons-y. Inlassablement, pendant 2 heures,
les consultants vont tenter de justifier leurs émoluments face aux chômeurs agitateurs. Notre réussite à nous, c'est que la personne retrouve du travail. C'est simplement notre objectif, c'est ça. Ce qui est fait avec donc les chômeurs, c'est un accompagnement qui prend la forme d'un bilan. Donc il y a un consultant qui reçoit individuellement un chômeur. Qu'est-ce que vous ne nous dites pas en quoi ça diffère des ateliers de CV et de motivation, de préparation aux entretiens d'embauche? Il y en a aussi à la NPE. Donc qu'est-ce que vous apportez de plus pour que vous soyez rémunéré si cher? Les employés NPE qui font la même chose n'ont pas le salaire des consultants. Donc oui, il y a quand même une anguille sur roche. Parce qu'avec un prix à 4 fois plus cher, j'imagine que vous avez des prestations qui sont vraiment extraordinaires. Et que vous créez des emplois, parce qu'il y a une autre question qui est posée. Aujourd'hui, il y a au maximum, même selon les estimations du MEDEF, au maximum 250 000 à 400 000 emplois non pourvus pour environ 4 millions de chômeurs. Donc vous êtes magicien. Vous allez créer des emplois, parce qu'aujourd'hui, la question, elle est là. Ni la NPE ni vous ne pourrez de toute façon créer 3 millions d'emplois. Donc vous êtes payé 5 fois plus cher que la NPE. Donc j'imagine que vous avez quelque chose de vraiment différent. Qui on est aujourd'hui, nous? En fait, nous sommes des entreprises de conseil en ressources humaines qui, historiquement, sont en contact avec les entreprises quotidiennement, et notamment avec les ressources humaines, les DRH. C'est-à-dire qu'on connaît les problématiques des DRH, ils font appel à nous en termes de conseil, et c'est cette relation entreprise, finalement, qui peut nous permettre de déceler et de trouver des postes, ce qu'on appelle le marché caché en termes dans le domaine de l'emploi. On a accès à des postes qui ne sont pas forcément à la NPE. Mieux connaître le marché du travail, avoir l'accès direct au patron et directeur du personnel, ce serait le plus des consultants par rapport à la NPE. Nous sommes allés voir s'ils tiennent leurs promesses. Direction Lille, un des cabinets choisis par l'UNEDIC pour participer à l'expérience. L'Australien Ingeus, il a la même mission que la NPE, replacer les chômeurs. Ce cabinet est arrivé en France il y a 1 an. Il accompagne déjà 35 000 chômeurs en Australie. Ici, on se croirait dans une grande entreprise. De la lumière naturelle, des plantes vertes et café gratuit. Le directeur général de la filiale française nous reçoit comme si on y était. Ici, vous êtes à l'accueil. Vous allez être reçu par Marie qui, effectivement, accueille l'ensemble des personnes de façon à, d'une part, se souvenir de vous, se souvenir de votre prénom, vous mettre à l'aise dans l'utilisation à la fois de tout ce qui est à votre disposition. Et elle prévient aussi votre conseiller qui viendra ici vous chercher, vous accueillir et qui vous ramènera après l'entretien. À l'entrée, planning des ateliers proposés, esprit club. On vous propose des boissons, un aspect tout à fait convivial qui permet de se centrer sur toute l'activité, le professionnel. Bon alors après on va où? Montrez-moi. Donc maintenant on va vers le plateau d'accueil de l'ensemble des personnes. Donc typiquement vous avez quelqu'un qui est raccompagné après son rendez-vous. Je vous appelle tout à l'heure alors. D'accord. Entrez madame, il n'y a pas de souci. Ici les chômeurs sont des clients. Il n'y a pas de souci. Un conseiller reçoit chaque semaine le chômeur qu'il suit, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé un emploi. Il faut aller vite, l'UNEDIC ne donne que 10 mois au cabinet pour leur trouver une solution. Alors Ingeus vous motive et vous transforme en professionnel de la recherche d'emploi. Des moyens, mais à première vue, pas de révolution dans les techniques de recherche. Quel est l'intérêt de faire une candidature spontanée? On choisit l'entreprise déjà. On choisit, on cible. Donc déjà, il y a un ciblage. Il y a un ciblage, hein, déjà. Donc quand on fait une candidature spontanée, donc déjà, préalablement, vous ciblez les entreprises par rapport... C'est décourageant d'écrire à chaque fois et on n'a pas de réponse. Je suis d'accord avec vous que c'est fatigant. On envoie des candidatures, il n'y a pas de retour. Il faut savoir que les fruits d'une recherche active de candidature spontanée arrivent aux alentours de 3 semaines, 1 mois et demi. Le temps que la candidature arrive, qu'elle soit traitée, qu'elle soit gérée, que le besoin soit généré. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. C'est facile à dire, certes, mais si on a une recherche active, si on fait du volume, l'activité appelle l'activité. Là, une recherche active appelle une activité, donc l'emploi. Je vais faire une métaphore, elle est éloignée, mais vous connaissez le proverbe, 100% des gagnants ont tenté leur chance au loto. Si vous n'envoyez pas votre candidature à l'entreprise, il y a peu de chances qu'elle vous appelle.
Sébastien veut être animateur en club de vacances. Après 10 mois d'inscription, c'est son dernier jour chez Ingeus. Il repart plein d'espoir et sous le charme des méthodes employées ici. Aujourd'hui, on va dire beaucoup plus de motivation. C'est-à-dire que via Ingeus, ça m'a permis en fait de ne pas hésiter à vraiment anticiper l'avenir. C'est-à-dire qu'avant, bon, bah voilà, concrètement, je me débrouillais tout seul. J'avais des périodes. La NPE, faut avouer que bon, bah voilà, les conseillers, bah, ils sont blindés de cas différents, donc c'est pas du suivi individuel. Il n'y a pas du tout le même suivi, pas la même aide. À la NPE, on apprend à se débrouiller vraiment tout seul. Ici, on nous apporte une aide supplémentaire qui nous permet en fait d'évoluer. Nous en profitons pour demander concrètement devant sa conseillère ce que Sébastien a obtenu grâce à cette aide. Et aujourd'hui, vous avez retrouvé un CDI ? Non, pas pour l'instant un CDI. Hein. Bon, c'est vrai que moi en plus c'est un cas assez spécial étant donné que c'est via l'animation et le spectacle. Et donc là pour l'instant non, j'envisage un CDD mais qui pourra en l'avenir me permettre de pouvoir plus me stabiliser en direction d'un CDI et dans le tourisme. Mais le CDD il est signé aujourd'hui ? Non. Il a un stage, comme je vous l'ai expliqué, il a d'abord un stage à faire fin janvier, puis il a quelques jours en février, quelques jours en mars, et après il commencerait une saison en mai-juin, la saison d'été. C'est-à-dire, mais là on est toujours dans le conditionnel. Ah, bien évidemment. On est toujours dans le conditionnel tant qu'il n'y a rien de signé. Juste un stage qui pourra éventuellement déboucher sur un contrat à durée déterminée. Autre profil, Yasmina, 54 ans. Elle travaillait dans le câblage électrique. Elle est ici depuis 4 mois. Sa conseillère personnelle, Marine, a 24 ans et une maîtrise en ressources humaines. À elles deux, elles essaient de démarcher d'autres domaines que l'industrie. Mais là aussi... J'ai envoyé 11 courriers dans le domaine médical pour être agent de service. Hein. Enfin, c'est ici, hein, c'est les réponses qu'on a eues. Voilà, j'ai envoyé 11 courriers. Hein. Marine, derrière, a appuyé à envoyer des fax. Là, j'ai eu 2 réponses. J'ai eu 2 réponses que s'il n'y avait pas eu cet appui, je n'aurais pas eu de réponse. Mais des réponses positives ? Non, négatives. Négatives. En 10 mois d'exercice, difficile de tirer un bilan. Mais déjà, le directeur général considère sa mission comme légitime. Vous pensez qu'il y a des lacunes donc, à la NPE ? Vous pouvez combler ? Ce qui est très intéressant, c'est que nous menons cette expérience en collaboration avec la NPE, puisque nous sommes effectivement une prestation complémentaire à celle qu'ils proposent. Je pense que la NPE est tout à fait intéressée. Donc il y avait des lacunes, si vous dites complémentaires. Donc je pense que dans les prestations de services que délivre la NPE et qui sont vastes, la NPE est tout à fait intéressée pour voir si la gamme des prestations, et donc dans celles que nous réalisons, mérite effectivement d'être pérenne. Et je crois qu'effectivement, tout le monde semble être convaincu. Et à la NPE, on est bien obligé d'accepter ce concurrent. L'arrivée d'Ingeus s'est faite de façon concomitante avec la mise en œuvre du plan de cohésion sociale qui prévoyait la fin du monopole de la NPE. C'était 2 événements qui ont été concomitants. Et il n'y a pas eu de difficulté particulière de climat social, si c'est votre question, dans les ALE. L'ensemble des collègues de l'agence ayant très vite compris que c'était des possibilités supplémentaires offertes à nos clients, demandeurs d'emploi, de les aider à trouver du travail. Pour chaque chômeur reclassé, Ingeus a une prime. Selon la CEDIC, qui finance l'expérience, le jeu en vaut la chandelle. Même si cette expérimentation s'arrête, dans le pire des cas, pour eux, si je fais bien les comptes, ils vont encaisser plus de 2000 fois 3500 €, quoi qu'il arrive. Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est-à-dire que si ça a permis à des demandeurs d'emploi qui auraient dû rester 24 mois et plus au chômage, ça leur a permis de retrouver plus vite un emploi, non. Ok, on comparera les sommes et vous verrez normalement que les sommes, c'est le but visé, soit en faveur du régime d'assurance chômage et des finances. Le but, ramener la période d'indemnisation d'un chômeur de 2 ans à 10 mois. Dans 1 an, on saura si l'expérience est appelée à se développer. Mais d'ores et déjà, la NPE et les organismes de formation font appel tous les jours à des consultants privés. Submergés par les dossiers, la NPE sous-traite, notamment les bilans de compétences approfondis. Ces entretiens censés orienter les chômeurs vers un nouveau métier. Nous avons joué les clients pour tester ces bilans de compétences en caméra cachée. Le premier cabinet propose de nous décortiquer le cerveau
à l'aide de tests américains. Je suis une démarche très structurée. Je fais passer une grapho. Je fais le MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, qui est un test là vraiment inventaire de personnalité en situation professionnelle, qui permet de connaître le milieu professionnel qui vous convient le mieux. Également, il y a une correspondance pour les entreprises. Quelle entreprise vous ressemble le mieux? Vos points faibles, vos points forts. Nous nous sommes procuré un exemplaire d'un des tests que les consultants utilisent. Des tests, des questionnaires à choix multiples. On vous demande de choisir les défauts que vous n'appréciez pas chez les autres. Au choix, faillot, alcoolique, voleur, sale, violent. On notera au passage que fonctionnaire est ici proposé comme un défaut, à côté d'inintelligent ou irrespectueux. Dans un deuxième temps, il faut cocher aussi les points faibles qui vous caractérisent. Par exemple, impatiente, méfiante, autoritaire, maniaque. Classer ensuite vos aspirations professionnelles par intérêt. Si votre priorité est l'expression de soi, le pouvoir ou le besoin d'appartenance. Essayez ensuite de se représenter à travers une voiture, un acteur, un meuble. Ou à travers ses rêves d'enfant. Chaque bilan coûte entre 800 et 1500 €. C'est l'ANPE ou les fonds de formation qui payent. Comment ces consultants sont-ils accrédités? C'est ce que nous sommes allés demander, toujours en caméra cachée, à un deuxième cabinet. Comme vous êtes accrédité partout, c'est un signe de qualité, non, normalement? Ça devrait l'être, hein, mais en fait ça l'est pas parce que c'est, en toute honnêteté, c'est une accréditation administrative. Il suffit de faire monter son dossier par quelqu'un qui sait monter un dossier et on peut avoir l'accréditation. Il faut le savoir. Et ce bilan a le vent en poupe. L'Agence pour l'emploi en a proposé l'année dernière 150 000 aux demandeurs d'emploi. C'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Charlotte en a suivi un. Elle était directrice de restaurant à Paris. Elle s'est retrouvée brutalement au chômage. Pour une reconversion, un changement de carrière, l'ANPE l'a orientée vers un bilan de compétences approfondi. Elle a été déstabilisée par l'analyse du cabinet privé. Lors d'un des entretiens, elle me demande de remplir sur un ordinateur un questionnaire qui devait durer une demi-heure, quelque chose comme ça, avec à chaque fois, je devais cocher si je pensais avoir telle compétence, si je souhaitais l'acquérir, si je l'avais, enfin ce genre de questions, de questionnaires à choix multiples. Dans quel domaine, par exemple? Tous les domaines. Et ça se soldait par un... Je souris parce que c'était quand même assez drôle, j'en suis toujours parvenue, par une... Alors, comment dire? Ils établissent une liste des métiers pour lesquels vous avez pour eux les compétences. Le test de l'ordinateur m'expliquait que j'avais 9 compétences sur 10 pour être chanteuse de jazz. Alors quand même, comme ça m'a fait hurler de rire, je lui ai retourné le test en lui demandant comment c'était possible, etc. Et elle me dit, mais en fait, vous avez 9 compétences sur 10. Et je lui dis, mais quelle est la 10e? Et donc on a regardé un peu plus en détail et il manquait effectivement la compétence du chant. Ce qui, sans connaître grand-chose au métier de chanteuse de jazz, me semble assez embêtant quand même. Non, vous avez dit ça de façon sérieuse? Ah ben c'était, en tout cas, si vous voulez, leur test sur ordinateur est un élément important de ce bilan de compétences. C'est à partir de ça qu'après... Vous signifié que vous aimiez le jazz? À aucun moment, non. Non, parce que d'ailleurs, si on me l'avait demandé, j'aurais dit non. Et quelle a été la réaction de cette conseillère? Que effectivement, c'était pas que comme toute, sûrement comme toute chose qui est assez formatée, qui est fait par ordinateur, il y a forcément des choses qui sortent. Ah, je pouvais aussi être mineur bout de feu. Je ne sais pas très bien d'ailleurs ce que ça signifie. Mineur bout de feu réalise l'abattage de la roche à l'aide d'explosifs. Charlotte a préféré en rire. Elle est retournée dans son secteur d'origine, la restauration, où elle a aujourd'hui retrouvé un emploi. Jean-François, lui, est au chômage depuis 4 mois. C'est aujourd'hui son dernier jour de bilan de compétences.
À 49 ans, il était chef de chantier, il veut maintenant devenir cuisinier. La NPE l'a orienté vers un centre de bilan pour vérifier si cette vocation est bien la bonne pour lui. Là aussi, il a dû répondre à des questionnaires informatiques en début de bilan. La consultante revient aujourd'hui sur ses résultats. C'est des questions d'intérêt. Est-ce que vous aimez bien bricoler, oui ou non? Je ne sais pas. Voilà, c'est ce genre de questions. Et ce qui était initialement sorti de ce genre de test, c'est que c'est avant tout les métiers artistiques qui intéressaient aussi Peter Schneider. Oui, c'est ça. Parce que c'est la sensibilité artistique en fait qui lui est propre. Après, on s'est revus en entretien. En fait, il y avait les métiers artistiques, il y avait la nature aussi. Et la cuisine, ça arrive où là-dedans en fait? La cuisine, on n'a pas en fait. On ne va pas sortir. On n'a pas de cuisine. C'est-à-dire vous avez en fait, d'après l'ordinateur, vous avez zéro carrière, enfin zéro possibilité sur 15 pour la cuisine, si on suit l'ordinateur. C'est pas des possibilités, hein, c'est des intérêts. Donc voilà. Jean-François rêve de devenir cuisinier, pourtant le test fait ressortir les métiers artistiques. La consultante tente quand même de justifier les résultats de son ordinateur. Zéro intérêt pour la cuisine, sachant que il y a des aspects dans les arts qu'on retrouve dans la cuisine. Et donc, au niveau de l'intérêt, de la motivation, M. Winterstein peut s'y retrouver. Après 20 heures de bilan de compétences, Jean-François persiste malgré ce bilan. Il reste sur sa première idée et postule pour une formation de cuisinier dans un centre. Eh ben, bon courage. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Le bilan de compétences n'a rien changé pour Jean-François. Mais il aurait pu conduire Christelle dans une impasse. Christelle, l'ancienne couturière. C'est elle qui tient maintenant le café où se retrouvent les Mains Bleues, licenciés de chez Lévis. Tenir un café, le cabinet de reclassement avait tenté de l'en dissuader après son licenciement. On a fait des tests. Ces tests, c'était pour nous définir, voir si on pouvait exercer autre métier, si on avait la capacité pour exercer d'autres. Des tests psychologiques? Ouais, comme ils font avec... c'est des tests d'enfants, quoi, du cours préparatoire, avec des carrés, des triangles, et puis après ils notent, et puis ça fait nombre de points. Et avec ces points-là, ils jugent si les gens sont capables de pouvoir reprendre quelque chose ou faire autre chose que la couture. Et puis, bon, ben, moi, donc, j'ai fait ce test. Bon, ils ont trouvé que j'aurais pas dû partir dans un commerce. Pour eux, j'étais pas capable de tenir un commerce. 6 ans après, est-ce que votre café, ça marche aujourd'hui? Ah oui. Toujours, c'est pas tout rose et violette, hein, mais si, oui. Ça marche. Et puis, bon, du coup, je me sens beaucoup mieux dans cette branche-là, quoi. Donc, d'après vous, le cabinet s'est trompé carrément? Ah oui. De toute manière, c'est pour ça que j'ai pas tenu compte de leurs remarques. Après tout, il fallait essayer. Enfin, moi, j'ai réussi sans eux, de toute manière. Je comptais pas sur eux. Vous auriez pu encore pire vous freiner? Ah oui. Si vraiment je les aurais écoutés, je serais comme eux, actuellement, sans travail, quoi. Ah oui. Michel et Nadine n'ont pas eu la chance et la ténacité de Christelle. Te souviens-tu des années 70, quand on s'est fait embaucher chez Lévis, souviens-toi? Les cabinets de consultants, eux, en revanche, ont de beaux jours devant eux. Hewlett-Packard, Carrefour, Salomon, Seb. Les plans sociaux s'annoncent les uns après les autres. Nadine et Michel sont maintenant bien loin de tout ça. Bientôt en fin de droit, elles pensent ne plus intéresser les cabinets de consultants. Pourtant, de nouveau, elles pourraient bientôt avoir affaire à eux, car certains de ces cabinets se tournent déjà vers un nouveau business, s'occuper des RMistes. Souviens-toi.